Vous allez en prendre plein la gueule. Oui, Ils vont vous écrabouiller. oui, mais je vais me marier un bon coup, mon petit camarade. Et à mon âge, faut pas rater ça. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fouet. Non, c'est bon, allez, j'arrête mes conneries, d'autant que sûrement tout le monde l'a déjà fait dans ses vidéos, hein. Donc bon, je vais pas être redondant. Donc oui, vous l'aurez compris, on va parler de Sans Abri jour 1, donc le prequel de la célèbre franchise, où on va cette fois suivre Samira, donc une femme atteinte d'un cancer, qui va, lors de sa venue à New York, rapidement être confrontée à une pluie de météorites qui sera donc porteuse de la mort, telle qu'on la connaît dans les précédents opus. Et alors, avant de commencer à parler de ce film, je pense qu'il est bon que vous sachiez quelle proximité j'ai avec les premiers films de la franchise, pour vraiment bien cerner la chose. Disons que l'on est face à un subtil mélange des genres, donc entre science-fiction, horreur, drame psychologique et j'en passe, basé donc sur un super concept, à savoir de faire le moins de bruit possible sinon tu crèves, même si le concept a déjà été vu ailleurs. Et alors c'est vrai que j'ai vu ces films assez tardivement, je crois que le premier je l'ai vu quasiment le jour de la sortie du 2, c'est dire. Et je trouve que l'idée est géniale, c'est hyper efficace en termes de suspense, de psychologie, de tension, et il y a vraiment un gros travail de mise en scène et de cadrage pour vraiment y contribuer au maximum. Les aliens sont excellents, et au final en fait l'horreur n'est qu'un décorum, une sorte de prétexte. Sauf que, malgré toutes ces qualités, je suis complètement sorti de ces films. Que ce soit le 1 ou le 2, parce que en fait, ils sont truffés à ras la gueule d'invraisemblance, mais ça en devient débile à l'excès, quoi. Voilà, je suis désolé d'être dur comme ça, parce que je sais que ces films sont énormément appréciés, mais pour moi, c'est la foire ou n'importe quoi, que ce soit dans les agissements et les décisions des personnages, au point que le fait de te dire que en fait, ils ont survécu aussi longtemps face à la menace, ça tient presque du miracle, quoi. Quand tu vois, en fait, qu'ils font les pires choix du monde. Et surtout, le film entre à maintes reprises en totale contradiction avec son concept. Donc sur plein de points, mais genre par exemple les aliens, en fait, ils entendent, mais quand ça arrange le scénario, et surtout, genre t'as 3 aliens sur des kilomètres à la ronde, t'as une souris qui lâche une caisse à tes panards, c'est systématique, en fait, t'as un alien qui au même instant se planquait sous ta semelle de godasse. C'est voilà. Ah mais enfin vraiment, si t'aimes pas les trucs tirés par les cheveux, c'est pas pour toi, quoi. Alors moi, t'imagines bien que les trucs tirés par les cheveux, c'est effectivement pas mon délire. En revanche, c'est typiquement le concept ou carrément le genre de scénario. Tu files ça à un mec comme Shyamalan, le gars il va l'assumer et surtout en profiter au maximum, quoi. Mais c'est vraiment dommage parce que en dehors de ça, il y avait tout pour que ce soit véritablement génial. Donc voilà, je suis pas spécialement le client de cette franchise. Néanmoins, je cache pas que j'étais quand même assez curieux de voir ce prequel, parce que justement, il avait moyen d'apporter quelques éléments explicatifs à un univers qui, en revanche, me plaît beaucoup, si on fait abstraction justement de toute cette bêtise. Et le fait que l'on change de personnage et qu'on raconte le point de départ de tout ce foutoir, mais dans un autre décor, et pas des moindres, puisqu'il s'agit quand même de New York, la grosse pomme, mais aussi que on laisse la réalisation à une autre personne, ça pouvait peut-être apporter quelque chose de neuf. Oui, parce que cet opus donc est toujours scénarisé par John Krasinski et scénarisé également par Michael Sarnowski, mais il est réalisé par Michael Sarnowski, à qui on devait déjà Pig avec Nicolas Cage, donc qui était déjà un film très intimiste, hein, donc why not? Et quand on sait que l'humanité, avant d'en arriver au postulat des 2 premiers films, a subi quand même une invasion qui a tourné à l'éradication quasi totale, toi t'as qu'une envie, c'est de voir ça, quoi. Surtout quand en plus les trailers semblent te le proposer. Qui plus est à l'échelle d'une des plus grandes villes du monde, et que le film en fait te pose le plot de départ directement, à savoir que en fait le volume sonore moyen de New York il est déjà de 90 décibels, donc ça risque d'être très rapidement le foutoir, quoi. Mais ne vous y trompez pas, le film est tout sauf ce qu'il proposait dans sa promo. On est clairement dans la même veine que les précédents films, mais
dans un contexte différent, puisque là, effectivement, comme je disais, c'est la grosse pomme, et avec des personnages différents, mais ne vous attendez surtout pas à voir une invasion brutale, donc voilà, les money shots sont juste là pour agrémenter, afin de tenir en haleine face au périple des personnages, donc ils sont vraiment là pour apporter un certain équilibre, de manière à garder quand même une certaine identité presque blockbusterisée. Alors justement, par rapport au personnage, que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre, que ce soit déjà le personnage de Lupita Nyong'o, donc qui joue Samira, ou même, et surtout, Joseph Quinn, qui vraiment, pour moi, promet d'être un acteur à suivre. Hein. Donc, alors pareil, on retrouve également Jim Moon-soo, mais qui en fait n'est qu'un coup de com' autour du film, parce que on le voit en tout et pour tout 5 minutes. Grand max. Alors, à moins que ce personnage soit en fait une introduction pour le reproposer dans Sans un bruit 3, qui normalement est prévu de sortir, voilà, je sais plus, en 2025 ou 2026. Donc j'en sais rien, mais si vous allez voir le film pour lui, vous allez déchanter. Hein. Et plus encore, en sachant que le peu qu'on voit de lui, il semble quand même plus que convaincant, donc c'est vraiment dommage. Et surtout qu'en plus, il y a, malgré le fait qu'on le voit que 5 minutes, il y a un sous-texte assez fort à son sujet, si toutefois vous arrivez à le percevoir. Mais le duo Lupita Nyong'o, Joseph Quinn est vraiment le cœur du film, alors qu'il se veut extrêmement intimiste, hein, au même titre de toute façon que les précédents opus finalement, voire plus encore. C'est-à-dire que dans les précédents opus, on te racontait le quotidien de la famille à survivre au milieu des monstres. Ici, on envisage quand même de se servir du contexte du film pour te raconter comment, surtout, apprendre et même réapprendre à vivre et à profiter de chaque instant tant qu'on le peut. Et surtout, en raison de la maladie du personnage de Lupita Nyong'o, qui implique son attente de la mort, puisque je le rappelle, elle est atteinte d'un cancer, accepter ce destin funeste avec une sorte de parallèle par rapport à la situation dans laquelle a sombré New York. Donc en fait, une métaphore de son cancer matérialisé par les aliens, quoi. Donc on est face à un film qui se voulait un peu plus blockbusterisé, mais au final, il impose beaucoup plus de sous-texte que les précédents. Donc très clairement, votre avis sur cet opus se fera selon ce que vous en attendiez au départ. Après, visuellement, il y a de très bonnes choses, hein. La mise en scène est quand même plutôt pas mal, il y a du beau cadrage, des décors impressionnants, alors certes certains avec des CGI qui sont un peu visibles, mais de manière générale, les décors sont quand même pas mal, hein, de cette ville qui s'est littéralement éteinte, hein, au point que vraiment ça en jette davantage un froid dans le dos comparé aux précédents opus qui prenaient place vraiment dans des petites bourgades calmes. Là, on parle de New York, quoi. Donc ça va du mélange de cendres liées aux météorites et du sang provoqué par le passage des aliens, hein. Donc des aliens beaucoup plus massifs, beaucoup plus imposants, qui, en fait, déjà quand ils traversent les rues en meute, mais voilà, c'est un truc de dingue, même si c'est beaucoup suggéré, rien qu'au niveau sonore, les vibrations dans les murs et tout, c'est un truc de fou. Moi, je sais que j'aime beaucoup la frustration que peut provoquer la suggestion, mais après, effectivement, si on veut du gros spectacle, ça risque d'être quand même un peu compliqué, même s'il y en a un petit peu. Donc effectivement, déjà, par rapport au sous-texte, il y a un gros travail de narration visuelle et sonore, donc oui, il y a quand même voilà, un certain équilibre à respecter quand on veut proposer un blockbuster intimiste, et notamment quand il est question d'invasion alien. Et justement, tout à l'heure, comme je le citais, par exemple, le cas de Shyamalan, tout le monde ne peut pas avoir ses prétentions quand il propose par exemple Signe. Tout le monde ne peut pas être Spielberg quand il fait La Guerre des Mondes. Tout le monde ne peut pas être Matt Reeves quand il pond justement Cloverfield. Il y en a qui se sont essayés, notamment quand on voit l'année dernière, donc pareil, sur un film intimiste et sans dialogue, c'était l'année dernière, ça s'appelait Traqué, qui était directement disponible sur Disney+. Malheureusement, ça ne marchait pas, quoi. Et moi, ici, je trouve que Michael Sarnowski s'en sort quand même plutôt bien, même si, perso, j'aurais voulu en voir plus, effectivement, sur le plan du spectacle, mais compte tenu du budget assez restreint, voilà, on peut pas faire des miracles non plus, hein. Mais ici, je trouve que y a cet équilibre qui marche bien, si ce n'est que l'on perd un petit peu en rythme
au milieu du film, alors peut-être par redondance, et peut-être aussi parce que malheureusement, comme c'est le 3e film de cette franchise, le concept commence potentiellement à s'émousser, quoi. Et alors je reprocherai également quelques ellipses un peu faciles, et notamment au début de l'invasion. Effectivement, au début de l'invasion, il y a une ellipse qui a double fonctionnalité, à savoir déjà suggérer cette invasion, comme je le disais, sûrement parce que les pépettes ne pouvaient pas le permettre, hein, et éviter aussi toute évocation explicative de comment l'humanité a un petit peu pu comprendre que leur statut reposerait finalement intégralement sur le silence absolu. Ce qui fait que pour éviter d'être redondant dans les explications, en fait, il élude la chose, mais en fait, ça fout un trou dans la raquette et t'as vraiment ce sentiment que le film a été ultra rushé. Et c'est dommage parce que le peu qu'on nous autorise à voir, comme je le disais, est assez efficace. C'est vraiment nerveux, quoi. Le problème, c'est que malheureusement, si on fait abstraction de ces sous-textes qui, moi, m'ont beaucoup plu, le film reprend le concept de l'original jusque dans ses pires défauts. Je veux dire, si vous estimez que ce film est incohérent à l'extrême, et je suis pourtant d'accord avec ça, mais il n'est pas plus que les précédents. C'est pas plus stupide et pas moins. C'est pareil. Donc oui, forcément, le concept du bruit ne sera assumé que selon les besoins des scénaristes, donc c'est invraisemblable as fuck, hein. Ça se contredit en permanence, notamment autour du concept de l'eau, là c'est n'importe quoi, et le problème c'est que ça en joue beaucoup. Alors évidemment, encore une fois, les humains sont débiles à souhait dans leurs agissements, et alors t'as le sentiment qu'en fait ils ont tous jeté leur instinct de survie dans la même poubelle, hein. Alors pareil, il y a un truc autour du chat de l'héroïne, donc un chat d'assistance qui, là aussi, est bien gratiné, hein. Surtout quand on sait que de toute façon, le chat, de base, c'est un peu l'animal qui complote toute sa vie pour organiser la fin de l'humanité. Saloperie. Là, en fait, t'as le chat le plus traître à la cause des siens, quoi. Et c'est évidemment sans parler du fait que ce chat, en fait, c'est Bear Grylls, hein, donc meilleur coach en survie ever. Le truc, il a tout compris à la menace. Le bestiau, tu le fous limite dans Koh-Lanta. Il gagne littéralement par forfait général de tous les autres participants, hein. Bref, c'est dommage parce que j'aime cette idée de départ d'une invasion, même vue sous le prisme intimiste de seulement quelques personnages, mais... ouais, on va dire que ça en reproduit effectivement exactement les mêmes failles que les précédents opus. Maintenant, moi, j'ai plus de plaisir à suivre cette aventure parce que les décors, parce que les personnages m'ont beaucoup plus parlé et parce que, effectivement, moi, comme je l'ai dit, j'aime le côté sous-texte. Mais oui, je peux largement comprendre que si vous n'êtes clairement pas dans ce cas de figure et que vous en attendiez un pur blockbuster comme il semblait avoir été vendu, ce film ne restera clairement pas dans vos mémoires. Après, moi-même, je le dis, hein, j'ai, on va dire, à peu près apprécié, mais il restera pas non plus dans mes mémoires. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires par rapport à tout ça, ce que vous en pensez. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!